Maintenant, s'est écarté. S'est écarté, il a succombé suite à ces blessures-là parce qu'il a reçu vraiment... Les hommes de facto voulaient l'attraper vivant. Ils voulaient l'attraper vivant. Et c'était un colonel et général. Comment il a fait pour aller jusqu'à la première ligne pour qu'on l'attaque? Ça, c'est un phénomène que je ne comprends pas. Généralement, ces hommes-là, ils sont en arrière-plan, loin, peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Sharfadine est là, il va nous donner un peu plus de détails. Mais plus précisément, nous sommes ici pour parler de l'avancement des hommes de FACT qui décident de rentrer à N'Djamena. Est-ce que ça va être ce soir? Est-ce que ça va être demain? Le point d'interrogation est là. Ce qui est sûr, ils viendront. Ils viendront. Alors, on est ici avec Sharfadine qui va nous donner un peu plus de détails et on va voir la suite des choses. Bonsoir, Sharfadine. Bonsoir, Migo. Comment vas-tu? Est-ce que tu as eu le temps de te reposer? Non, malheureusement. Ouais. Non. Ouais. Comme toi, depuis comme tous ceux qui s'intéressent au problème tchadien, et on se repose parfois en travaillant, quoi. Donc, voilà. Donc, notre pays vit, Migo, des heures pas difficiles, des heures difficiles, les Tchadiens en ont connu. Mais là, nous vivons des heures décisives dans le sens où nous avons une occasion historique de régler définitivement les problèmes tchadiens. En allant du postulat que pour la première fois, nous avons une porte qui va nous permettre d'avoir une véritable transition qui mènera à une véritable alternance parce que nous avons aujourd'hui les moyens qui peuvent permettre aux Tchadiens de prendre conscience. Il y a des techniques, il y a des radios citoyens, il y a des journaux citoyens, il y a une jeunesse qui a pris conscience, qui est urbaine, qui est éduquée, il y a une jeunesse surtout urbaine. Le FACT s'inscrit dans cette logique. Nous n'avons jamais été pour le pouvoir. Hier, nous pouvions être en N'Djamena, mais nous avons stoppé, nous avons eu un repli tactique, sachant qu'au niveau du FACT, on était informés. Parce que je vous explique un peu en exclusivité, je vous donnerai quelques détails et le reste sera pour l'expliquer. Lorsque nous arrivions en quai de peloton, un de nos secteurs logistiques a été attaqué par les hommes du fils de Déby qui est actuellement Mamad Déby et les hommes du chef d'état-major qui est porté disparu, il faut le dire aussi. Ils ont arrêté nos hommes, mais ça ne nous a pas empêché de progresser dans les canaux. Et Erda a fait un vocal sur WhatsApp, il a dit on les a tous arrêtés et il n'y a rien, il n'y a que quelques individus, il faut les arrêter. Or, nous avons 400 voitures, plus de 3000 hommes, plus notre commandement. Ça veut dire les hauts dirigeants. Et là, Déby a peut-être été trompé, il a été peut-être touché dans son orgueil. D'abord, paix à son âme, parce qu'il a été notre président, malgré toutes nos divergences stratégiques. Et sa famille, on présente en mon nom et au nom du FACT toutes nos condoléances. Ça nous permettra de s'élever à un niveau pour tourner la page. On ne tourne pas une page avec de la haine. Voilà, on tourne la page. Ce qui s'est passé est passé, mais on tourne la page. C'est pourquoi on a du FACT et à mon nom propre, on présente nos condoléances. Et pour nous, le combat continue fermement et le combat continue. Donc, il y avait eu 3 colonnes. L'une des colonnes dirigée par Erda, l'autre dirigée par Adam Nasrhuno, le commissaire adjoint qui a été tué, et l'autre par Déby lui-même. Les 2 colonnes ont attaqué nos 3 colonnes. Ils ont été... Il y a eu la colonne de Déby qui a voulu s'attaquer à notre commandement. C'est là où il y a eu le combat le plus violent, de face à face. Même notre président lui-même était obligé de descendre de la voiture pour prendre les armes. Ah oui? Oui, exactement. C'était face à face, quoi. C'était un face à face, quoi, entre Déby et notre commandement. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ne savaient pas ou ils savaient que vous étiez, les hommes de FACT étaient là et ils partaient quand même ou il a été trompé? Non, il ne savait. Parce que vous savez, quand on dirige un peuple pendant 30 ans, on a un sentiment de toute puissance et aussi un peu de mépris, quoi. On a un sentiment de toute puissance, un sentiment d'invincibilité, un sentiment de mépris parce que sinon, les gens ne mesurent pas la colère et la frustration des Tchadiens de ces 30 dernières années. Comment les Tchadiens peuvent avoir la rage de se battre pour libérer leur pays. Donc, la colonne dirigée par Déby et ses hommes ont attaqué le commandement. C'est là où il y a eu le combat le plus féroce, quoi. Et Déby n'avait pas la possibilité de reculer. Et nous avons été aussi attaqués par derrière par les hommes du chef d'état-major. Donc on vous a pris en sandwich.
Voilà, il y avait Déby en face et il y avait le chef d'état-major en face. Donc, nos hommes ont prêté serment d'aller à N'Djamena, ont prêté serment surtout de protéger le commandement et le président. Donc, il y avait eu une colonne qui avait quitté le champ de bataille pour aller frapper derrière. Et c'est pourquoi, en essayant d'extraire Déby était dans un blindé. En essayant d'extraire Déby, le blindé s'est engouffré dans le sable, était un peu bloqué. C'est pourquoi on a descendu Déby pour le monter dans un autre blindé. C'est là où il y a un sniper du mouvement qui a tiré sur le M. Khilal Ousmane, l'aide de camp de Déby. Et dans les brouhahas, il y a eu des tirs nourris encore qui ont atteint 2 fois le président, qui est tombé sur le sable. Quand vous voyez sur son corps, il y a des sables. Et même pour le soulever et le mettre dans un autre blindé, il a fallu plus de 40 minutes. Et en 40 minutes, Migo, je ne dis pas les tirs nourris que ces gens ont réussi pour soulever le Déby. Sinon, il pouvait lever les mains et qu'on puisse pacifiquement arrêter Déby. Ils étaient encerclés de tous les côtés. Donc il y a eu énormément de morts pour déplacer Déby d'un blindé à un autre et qu'ils ont pu, il y a un seul blindé et 3 voitures qui ont fui pour arriver à Mao. Donc arriver à Mao, vous savez, c'était un combat de 2 jours qui était d'une extrême vélocité. En 2 heures, en un seul combat, il y a 400 morts. C'était des combats dans un terrain dégagé où nos hommes ont appris que le président était là et les hommes du président ont aussi appris qu'il y avait notre commandement. Donc, et ils avaient cru que c'est facile, il faudra arrêter le docteur Mahdi, le capturer et l'amener à la télévision. Pour nos hommes, ce n'est pas acceptable au prix de leur vie. Et pour nos hommes, il y a une occasion historique de capturer le président. Donc on l'a amené à Mao d'un hélicoptère, on l'a amené directement à N'Djamena. Et c'est pourquoi, lorsque à Mao, ils ont appris sa mort, directement, toute l'armée s'est enfuie vers N'Djamena. Et c'est que les généraux qu'on a morts, aucun n'ont eu leur corps. Aucun. Hein. Ils ont tous laissé leur corps et leurs blessés sur place. Donc, ils sont même venus avec des caméramans. Il y a des caméras. Voilà, ils se sont enfuis. Et donc, voilà, pour eux, il faut venir faire le contrôle. Les chefs avec son bâton de pèlerin, comme à Boma et tout, avec des prisonniers et tout, mais ça a été un carnage total. Donc, ils se sont tous enfuis. Même dans le combat, des informations qu'on a eu du terrain, beaucoup savaient qu'il y avait quelqu'un d'important. Sinon, pourquoi autant de sacrifices pour prendre seulement un corps? À un moment, c'était posé de questions. Qui est ce corps? Qui est cet individu? On s'acharne, parce qu'il faudra, l'idée même que la rébellion capture même le corps, c'était pour eux inacceptable, parce que ça ne leur permettrait pas de mettre en place leur plan de transition. Donc c'était des combats d'une extrême violence. Oui. Et, ouais.